Et maintenant, l'invité de la matinale, l'ambassadeur d'Israël en France, Joshua Zarka. Il a beaucoup de travail. Monsieur l'ambassadeur, bonjour. Merci d'être sur Radio Classique ce matin. Vous m'avez confié être en poste, c'est d'ailleurs pas un secret d'État, depuis 18 mois. Et vous promenez avec un extincteur avec vous depuis 18 mois, car jamais les relations entre la France et Israël n'ont été aussi mauvaises. Est-ce que c'est votre boulot de les améliorer ? Par définition, le boulot d'un ambassadeur, c'est de faire en sorte que les relations bilatérales soient meilleures. Et comme vous savez, la France est un pays qui m'est cher. Je suis né ici, et Israël est mon pays. Alors c'est très important pour moi d'essayer d'améliorer ces relations, c'est mon but. Ce n'est pas toujours simple. Ces derniers temps, il faut dire que ce qui se passe, certaines décisions, certaines déclarations ne rendent pas les choses vraiment très faciles. Mais je fais de mon mieux et je continuerai à faire de mon mieux. Israël a accusé encore hier le président français de déstabiliser le Moyen-Orient par sa décision de reconnaître l'existence de l'État palestinien. C'est pas simple d'avoir un Premier ministre qui parle haut et fort. Oui. Vous savez, la raison pour cette déclaration, c'est que ce que nous avions dit auparavant, c'est que la reconnaissance de l'État palestinien comme tel n'est pas un problème. Le problème, c'est quand on fait une telle reconnaissance sans aucune condition, le message qui est reçu de l'autre côté, c'est que tout va bien, il n'y a rien à faire. Et surtout, le message qui est reçu par le côté du Hamas, qui est encore en guerre avec nous, c'est que ce qu'ils font marche, ça marche bien, il faut donc continuer. Et c'est pour ça que la déclaration qui a été faite hier a été faite. Cette politique déstabilise la région au lieu de nous aider à mettre fin à cette guerre terrible. Et Joshua Zarka, ambassadeur d'Israël en France, si je vous entends bien, vous dites c'est pas le moment. Ce qui veut dire que c'est pas la reconnaissance d'un État palestinien qui pose problème, c'est plutôt le moment choisi par la France et certains autres États européens. Vous savez, on a tendance d'oublier qu'Israël, à 4 différentes occasions, a proposé aux Palestiniens la création d'un État sur 98% des terres qui sont définies comme terres palestiniennes, avec des échanges de territoire, avec la division de Jérusalem, avec le contrôle des frontières, avec une armée, avec tout ce que nous ne pourrions pas aujourd'hui donner aux Palestiniens à cause du 7 octobre. Et donc, on est prêt à payer le prix pour la paix. On a fait ça dans le passé avec l'Égypte, on a fait ça dans le passé avec la Jordanie, et on a fait ça avec les accords d'Oslo. Le problème n'est pas ce que nous sommes prêts à payer. Le problème est que les Palestiniens doivent accepter l'idée de la fin du conflit. Et si vous voyez les déclarations palestiniennes, si vous voyez l'éducation des Palestiniens à leur propre population, les valeurs qu'ils essayent de faire passer à leur propre population, ce n'est pas des valeurs de paix, ce sont des valeurs de guerre et de mort. Et donc, c'est ça qu'il faut changer. Il ne faut pas dire on changera ça éventuellement, il faut faire d'abord ce changement, ces réformes, et ensuite parler concrètement de ce qui peut être fait. Et ce que fait aujourd'hui le président, malheureusement, c'est exactement l'inverse. Il reconnaît un État sans avoir, il demande qu'éventuellement il y ait des réformes, etc., mais sans voir ces réformes sur le terrain. Et donc, au lieu d'aider à stabiliser, à pacifier, à calmer les choses, ça encourage le Hamas, ça encourage ceux qui ne veulent pas la paix. Et je suis sûr et certain que ce n'est pas son but. Joshua Zarka, le président de la République française, fait peut-être le constat d'un échec de cette guerre. Elle dure bientôt depuis 2 ans. Tous les otages ne sont pas rentrés. 60 000 morts, dont 23 000 combattants du Hamas, terroristes du Hamas. Beaucoup de morts civiles, énormément de morts civiles. C'est peut-être aussi pour ça que la France précipite les choses avec la reconnaissance de l'État palestinien pour essayer de créer une pression sur Israël et aller vers la paix et peut-être ensuite vers la reconstruction. Mais encore une fois, justement, si c'est le but de faire arrêter la guerre, c'est pas ça qui aide à arrêter la guerre, c'est parce que le Hamas, qui justement acclame ces déclarations par le président, continue la guerre à cause de cela. La seule raison pour laquelle le Hamas ces derniers jours commence à parler différemment, c'est justement la crainte de la rentrée de l'armée israélienne à Gaza, parce qu'il comprend que c'est terminé maintenant. Et si vous savez, c'est une guerre terrible qui nous a été imposée. Nous ne l'avons jamais demandé, cette guerre.
Le 6 octobre, les Palestiniens de Gaza recevaient de l'argent, ils vivaient relativement en paix, ils étaient capables de tous venir travailler en Israël. Il y a des dizaines de milliers qui traversaient chaque jour la frontière et qui venaient travailler en Israël. Cette guerre terrible nous a été imposée par le Hamas. On va parler de l'avenir des Palestiniens dans un instant, mais j'en ai pas fini sur les relations houleuses entre Israël et la France. L'ambassadeur américain tout récemment accusait la France de ne rien faire contre l'antisémitisme. Derrière, Benjamin Netanyahou disait que la politique de reconnaissance de l'État de Palestine par la France faisait grossir l'antisémitisme. Est-ce que vous, qui êtes en France, qui êtes français, avez le sentiment, et je parle à l'ambassadeur, mais je parle aussi à l'homme qui connaît bien la France, est-ce que vous avez le sentiment que la France est un État qui ne fait rien contre l'antisémitisme? Même le grand rabbin de France, la semaine dernière, a dit on ne peut pas créditer ces paroles de Netanyahou. D'abord, M. Netanyahou est mon Premier ministre, et donc c'est mon patron. Je ne vais certainement pas critiquer et dire autre chose de ce qu'il dit, mais je vais vous dire d'une façon très claire. La France est un des seuls pays qui a des mécanismes pour combattre l'antisémitisme qu'aucun autre pays n'a. Un des seuls pays qui a vraiment des lois robustes et qui s'en sert. Le grand problème de ce qui se passe aujourd'hui en France, c'est que la quantité d'actes antisémites est telle c'est pas suffisant. Simplement, les mécanismes, la boîte d'outils qu'a la France n'est pas suffisant pour combattre aujourd'hui la quantité d'actes antisémites. Joshua Jarka, l'année dernière, dans les universités américaines, il s'est passé des choses absolument effroyables de la part de professeurs, de la part d'élèves. Et je suis pas sûr qu'il y en ait eu autant en France. Certainement pas. On n'a pas entendu Benjamin Netanyahou expliquer aux Américains qu'il faisait rien contre l'antisémitisme. Oui, mais il faut voir que, après ces actes d'antisémites terribles, et n'oublions pas que l'antisémitisme a explosé le 7 octobre. Il n'a pas explosé quand nous sommes entrés à Gaza. Il a explosé quand nous étions encore en train d'être tués. Parce que les gens, ces antisémites, applaudissaient ce qui se passait. Ils étaient contents de le voir et ils se disaient, voilà, enfin on va se débarrasser de ces juifs. Et donc, les États-Unis ont pris des mesures. Le financement de ces universités a été complètement bloqué justement à cause de l'antisémitisme. Et encore une fois, je ne dis pas que la France ne fait pas énormément d'efforts. La France fait énormément d'efforts. Mais la France fait des efforts. Je suis en contact régulier avec le ministre de l'Intérieur qui est chargé de ce dossier. Je suis en contact régulier avec le préfet de police, avec tous ceux qui s'occupent de ces dossiers. Et ils travaillent énormément. Le problème n'est pas ce qu'ils font. Le problème, c'est que tout d'abord, il fallait faire, pour prévenir, pour empêcher cet antisémitisme de grandir, c'est l'éducation, dans l'éducation qu'il fallait investir. Et aujourd'hui, vous savez que ça fait déjà des années, il y a un livre qui a été écrit à ce sujet, les territoires perdus de la République. Il y a des années, ça fait des années qu'il est impossible d'enseigner l'Holocauste dans différentes écoles, il est impossible de parler d'antisémitisme dans certaines banlieues de France. Et donc, ça a causé une situation, ça a créé une situation dans laquelle l'antisémitisme a explosé. Joshua Jarka, ambassadeur d'Israël en France. Retournons à Gaza avec trois questions. La première, c'est que les journalistes peuvent pas y travailler. Quand est-ce que des journalistes occidentaux pourront aller travailler à Gaza? Bon, on essaye de faire entrer quand c'est possible, de faire entrer les terroristes à Gaza. De faire entrer des terroristes ou des journalistes? Excusez-moi. Ça, c'est un lapsus. C'est un lapsus, il est très tôt, c'est très tôt. C'est l'heure matinale. De faire entrer des journalistes à Gaza pour qu'ils puissent faire leur travail. Et effectivement, nous allons en faire entrer dernièrement. Le problème à Gaza, d'abord, c'est que il y a des discussions entre les différents ministères. L'armée a décidé que c'était trop dangereux pour les journalistes d'y rentrer et ça pourrait empêcher les opérations d'un côté. De l'autre, il faut dire que quand il y a des journalistes qui sont indépendants, on voit ce que le Hamas leur fait, il les tue. Et donc, ça pourrait créer ça pourrait nous empêcher d'opérer sur place. Il est clair que notre but est de faire entrer le plus de journalistes éventuellement possible pour qu'ils puissent voir directement. C'est pas que nous essayons de cacher. Nous savons exactement ce qui se passe à Gaza. Je pense qu'on peut voir ça d'en haut, d'images satellites, etc.
J'aimerais avoir votre sentiment sur les ambitions de Donald Trump pour le territoire de Gaza, dont des militaires israéliens disent que 1 million de Palestiniens vont sans doute devoir quitter Gazaville dans les jours qui viennent en raison de l'offensive qui va y être menée. Pour l'après-Gaza, il est question encore de la France, puisque Donald Trump parle de French Riviera, casinos, grands immeubles, luxe, et est-ce que c'est très sérieux? Pour l'instant, ce que nous avons vu à ce sujet, c'était un film en intelligence artificielle, un petit clip en intelligence artificielle. Il y a un document de 38 pages publié par le Washington Post dimanche. Voilà, et des rumeurs. Effectivement, il est possible que ce soit une politique, on ne sait pas encore. Je n'ai pas vu un plan concret. Ce que je peux vous dire, c'est qu'il va falloir éventuellement reconstruire Gaza. Et la reconstruction de Gaza doit être d'abord coûtera énormément, et ensuite doit être faite d'une façon qui ne sera pas, dans lesquelles les erreurs qui ont été faites dans le passé ne seront pas répétées. Parce que n'oublions pas, c'est pas la première guerre que nous avons eue à Gaza, il a fallu reconstruire Gaza plusieurs fois. Et à chaque fois qu'on a essayé de reconstruire Gaza sans permettre le réarmement du Hamas, au contraire, ce qui s'est passé, c'est que le Hamas est devenu de plus en plus puissant et a construit ces milliers de kilomètres, ces centaines de kilomètres de tunnels sous Gaza. Et donc, je pense que ce que veut faire le président, c'est construire Gaza dans des conditions, le président américain, construire Gaza dans des conditions, disons presque parfaites. Je ne sais pas si c'est faisable, je ne sais pas si c'est possible. Ce que nous voulons, nous, Israéliens, c'est simple. Nous voulons vivre en paix avec nos voisins palestiniens. Pas plus, pas moins. Vivre en paix avec nos voisins palestiniens sans que eux essayent de nous tuer et sans que nous soyons obligés de rentrer dans leur territoire pour les empêcher de le faire. Joshua Jarka, ambassadeur d'Israël en France. Israël a rappelé 60 000 réservistes qui vont rejoindre les 70 000 soldats qui se battent à Gaza. Parmi ces réservistes, il y en a qui veulent pas faire la guerre. La société civile israélienne doute. Elle doute à la fois de la stratégie et surtout elle doute de la possibilité d'un retour des otages. Aujourd'hui, la société israélienne, comment vous la décririez? Vous savez, nous sommes une société qui a mal. Ça fait 2 ans, c'est une guerre terrible. C'est une guerre terrible pas seulement pour les Palestiniens, mais pour les Israéliens. J'ai de la famille qui est à Gaza. J'ai des neveux qui sont à Gaza. Ma fille a passé des mois là-bas et elle est revenue comme elle est revenue. Ce n'est pas simple, c'est terrible pour tous. Et donc, nous voulons bien sûr terminer cette guerre, mais vous savez, il y a une condition très simple pour nous, pour la société israélienne. Donnez-nous, libérez nos otages. Donnez-nous nos otages et ça sera terminé. Parce que quand on parle des conditions militaires, du Hamas, il ne reste presque plus rien. Ils n'ont plus les capacités militaires de nous menacer. Et donc, ce que nous voulons, c'est la libération de nos otages et faire en sorte que la reconstruction de Gaza ne sera pas une menace pour Israël dans le futur. Imaginons que la reconnaissance de l'État palestinien ait lieu par des pays européens. Est-ce que ça supposerait le rappel des ambassadeurs israéliens dans ces capitales? Alors là, ce serait un casus belli, entre guillemets? Vous savez, c'est une décision qui sera prise par le Premier ministre. Je pense que le gouvernement israélien comprend que le dialogue est une des choses les plus importantes à maintenir. Et donc, le rappel des ambassadeurs pourrait empêcher ce dialogue ou pourrait le rendre plus difficile. Mais encore une fois, ce ne sera pas une décision qui sera prise à mon niveau. Je pourrais au plus donner mon avis et en fin de compte, ce sera le Premier ministre qui prendra cette décision. Politique fiction. Imaginons qu'il y ait un Premier ministre de gauche à la tête d'Israël. Est-ce qu'il ferait une politique différente? Vous savez, alors c'est une question intéressante parce que il y a un article qui a été publié ce week-end dans l'Opinion, si je me trompe, dans Le Point, d'une conseillère du dirigeant du Parti travailliste et parti la gauche israélienne. C'est vraiment la gauche israélienne et qui qualifiait la décision du président de reconnaître aujourd'hui l'État palestinien de la façon dont il le fait d'une trahison pour le processus de paix. Alors,
Bien sûr qu'il y aurait il y aurait des politiques différentes, mais quand on parle justement de la reconnaissance, non. Et quand on dit quand je disais, que je lui répète que cette reconnaissance est une erreur historique, c'est pas seulement parce qu'elle encourage le Hamas aujourd'hui, parce qu'elle encourage l'autorité palestinienne de continuer à faire ce qu'elle fait, mais c'est parce qu'elle empêche le futur négociation à avoir lieu et à pouvoir aboutir sur une situation de paix entre nous et les Palestiniens. Joshua Jarka, une dernière question. Est-ce que l'Occident, ou en tout cas l'Europe, a loupé quelque chose dans la compréhension de ce que vit Israël, de son rapport avec les Palestiniens? On a des opinions publiques, on a une diplomatie, il y a un héritage diplomatique. Est-ce que vous avez le sentiment d'être incompris et d'être mis au banc des nations? Oui, carrément, oui, clairement. J'en parlais hier à un groupe justement de journalistes et je pense que bien que le monde a compris que le 7 octobre est quelque chose de terrible, le monde occidental, en tout cas nos amis, ne comprennent pas le traumatisme que ce qu'a été ce 7 octobre pour nous. Vous savez, dans notre histoire, l'histoire du peuple juif, on vit de traumatisme en traumatisme. Les fêtes juives, c'est des fois, c'est des peuples qui ont essayé de nous tuer, on a réussi à en survivre. Le 7 octobre est le traumatisme le plus important que l'État d'Israël a vécu. Est-ce que le traumatisme palestinien, 60 000 victimes, certes, 23 000 combattants du Hamas, c'est vos chiffres, est-ce qu'il ne mérite pas, à un moment donné, de dire « il faut que les armes se taisent » ? Mais bien sûr qu'il le mérite. Mais la question n'est pas est-ce que la guerre doit se terminer. La question est qui accepte que la guerre se termine. Et pour l'instant, nous avons un ennemi qui ne veut pas terminer cette guerre. La France reste un allié d'Israël. Bien sûr. Joshua Jarka, ambassadeur d'Israël en France, merci d'être venu parler aux auditeurs de Radio Classique. À suivre le rappel des titres, la revue de presse d'Hervé Gattegno et notre esprit libre du jeudi, Franz-Olivier Gisbert.